Il faisait 5 degrés à Lyon, mais le vrai froid était à l'intérieur de l'amphithéâtre. Mon père, Marc, ne regardait pas la scène. Il regardait sa quartier, puis il s'est penché, son murmure tranchant le silence d'anticipation comme un scalpel. « Nous partons » a-t-il dit, sa voix neutre et transactionnelle. Le concessionnaire ferme à 17h. Nous allons chercher la Porsche de Chloé. Tu peux rentrer en bus. Je n'ai pas scié. Je n'ai pas supplié. J'ai juste regardé mon père et ma mère, Stéphanie, se lever. Ils m'ont tourné le dos exactement 10 secondes avant que le doyen n'appelle mon nom. Les sièges à côté de moi n'étaient pas seulement vides. Ils étaient une déclaration. Avant de vous raconter comment je leur ai fait regretter ce départ pour le restant de leur jour, laissez un commentaire et dites-moi d'où vous écoutez et quelle heure il est pour vous en ce moment. J'aimerais beaucoup savoir qui fait partie de notre communauté. J'ai regardé les lourdes portes en chêne se refermer derrière eux, isolant l'amphithéâtre du hall. Le courant d'air qui les a suivis n'était pas seulement de l'air froid. C'était l'exhalation finale d'un contrat mourant. La plupart des filles se seraient effondrées. Elles auraient fixé les sièges vides, les larmes brouillant leur vision, se demandant pourquoi elles n'étaient pas assez bien. Mais je ne me sentais pas vide. Je me sentais efficace. Pendant 22 ans, j'avais été un actif qui le refusait d'évaluer correctement, un poste budgétaire qu'il marquait comme une perte. Maintenant, il s'était volontairement désengagé. J'ai plongé la main dans la poche de ma toge et j'ai sorti mon téléphone. Je ne vérifiais pas un message d'excuse. Je vérifiais la clôture du marché. La notification était tout en haut de l'écran. L'acquisition de Logifrance, l'entreprise de chaîne d'approvisionnement en intelligence artificielle que j'avais bâtie depuis le banc d'un arrêt de bus, venait d'être finalisée. La valorisation était confirmée, 1,1 milliard d'euros. J'ai fixé le nombre. Il était net. Il était factuel. C'était la seule validation dont j'avais besoin. Pendant que mon père se précipitait chez un concessionnaire pour signer un bail qu'il ne pouvait pas se permettre pour une voiture qui perdrait 20% de sa valeur au moment où elle toucherait le bitume, je venais de devenir la plus jeune milliardaire autodidacte de la région. L'ironie était si mathématiquement parfaite qu'elle m'a presque fait sourire. Sur scène, le doyen s'est éclairci la gorge. Il n'a pas lu le nom suivant sur la liste. Au lieu de cela, il s'est écarté du pupitre et a ajusté le microphone, une rupture de protocole qui a fait taire la foule agitée. « Mesdames et messieurs », a-t-il dit, sa voix résonnant avec une gravité qui s'est répercutée sur les hauts plafonds. Nous avons une déviation du programme aujourd'hui. D'habitude, nous célébrons le potentiel. Aujourd'hui, nous célébrons l'histoire réalisée. Il a balayé la foule du regard, me cherchant. Je n'ai pas fait de signe. Je suis resté assise là, les mains croisées sur mon téléphone. Parmi nous aujourd'hui se trouve une étudiante qui, tout en obtenant la mention très bien avec les félicitations du jury, a discrètement conçu le logiciel qui alimente désormais 60% de la logistique mondiale du transport maritime. J'ai l'insigne honneur d'annoncer que la plus jeune diplômée de cette université est aussi sa première ancienne élève milliardaire autodidacte. Le silence a duré un battement de cœur, puis il s'est brisé. L'amphithéâtre a éclaté. Les têtes se sont tournées, les gens se sont levés. Les applaudissements étaient une vague physique s'écrasant sur les rangées de sièges. C'était un rugissement de reconnaissance, d'admiration. Et à seulement 15 mètres de là, de l'autre côté de ces épaisses portes en chêne, mes parents traversaient le parking en se plaignant du vent, complètement inconscients qu'ils s'éloignaient du soleil. Ils ont manqué le tonnerre. Ils ont manqué l'histoire. Ils ont choisi la Porsche. La distance jusqu'à la Seine n'était que de 45 mètres, mais j'avais l'impression de traverser une frontière entre deux nations en guerre. Je me suis déplacé avec la précision hydraulique et constante des machines que je programmais. Quand j'ai atteint le centre, le doyen m'a tendu mon diplôme. Il l'a tenu une seconde de plus que nécessaire, souriant comme s'il voulait partager la gloire. Je l'ai pris doucement mais fermement. Pour moi, ce morceau de papier n'était pas un billet pour l'avenir. C'était un reçu. C'était la preuve d'une transaction achevée. J'avais rempli mon obligation d'être la bonne élève, la fille tranquille, la travailleuse invisible. En descendant les escaliers, les applaudissements résonnant encore à mes oreilles, le seul son sur lequel je me concentrais était le clic interne d'une serrure qui s'enclenchait. Je me suis arrêté juste avant de retourner à ma place. J'ai sorti mon téléphone une dernière fois. J'ai ouvert ma liste de contacts. Ils étaient là, Marc, Stéphanie.
Des noms qui signifiaient autrefois la sécurité, maintenant de simples étiquettes sur des dossiers périmés. Je n'ai pas hésité. La nostalgie est une inefficacité que je ne peux pas me permettre. J'ai appuyé sur modifier. J'ai fait défiler jusqu'en bas. J'ai cliqué sur supprimer le contact. Puis je l'ai fait à nouveau. Il a fallu 3 secondes pour les effacer de ma vie numérique. Il leur faudrait toute une vie pour réaliser qu'ils avaient été supprimés de ma vie réelle. Le grand livre s'ouvrait, et pour la première fois de ma vie, c'était moi qui tenais le stylo. La question que tout le monde posait, comment ? Comment cacher une entreprise évaluée à 1,1 milliard d'euros en vivant dans la chambre d'amis de ses parents ? Comment bâtir un empire sous le nez d'un père qui vérifie le kilométrage de sa voiture tous les soirs ? La réponse est simple, vous utilisez leur propre arrogance comme un dispositif de camouflage. Pendant 4 ans, j'ai été un fantôme dans ma propre vie. Pendant que Chloé était exhibée dans les country clubs et sur les cours de tennis, accumulant des trophées de participation, je vivais dans l'espace gris entre 4 heures du matin et minuit. Mon bureau n'était pas un garage de Sophia Antipolis. C'était la rangée arrière du bus C3. Je peux encore sentir cette odeur, ce mélange spécifique de laine mouillée, de vapeur de diesel et de café rassis. C'était ma salle de conseil. Pendant que mes camarades de classe cuvaient leur gueule de bois, j'étais debout avant le soleil, grelottant à un arrêt sans abri, attendant le transport que mes parents refusaient de me fournir. J'avais un ordinateur portable reconditionné qui pesait près de 4 kilos et avait une autonomie de 40 minutes. J'utilisais chacune d'entre elles. Pendant que le bus avançait péniblement dans les embouteillages, je ne parcourais pas les réseaux sociaux. J'écrivais du code. J'optimisais les itinéraires de transport pour des compagnies de fret à Shanghai et à Hambourg. Au moment où j'entrais dans mon premier cours magistral, j'avais déjà supervisé le mouvement de 10 000 conteneurs à travers la Méditerranée. Mais c'est ici que la psychologie devient intéressante. On pourrait penser que mes parents auraient remarqué. On pourrait penser qu'ils auraient vu les cernes sous mes yeux, ma façon de taper constamment, le fait que j'ai commencé à porter du cachemire au lieu du polyester, mais non. Il existe un concept en psychologie appelé la dissonance cognitive. Il décrit le stress mental que les gens ressentent lorsqu'ils rencontrent des informations qui contredisent leurs croyances existantes. Pour se protéger, leur cerveau supprime simplement les données contradictoires. Mes parents avaient une histoire à laquelle ils avaient besoin de croire, Chloé était la star, et Éléonore était l'exemple à ne pas suivre. Ce récit était le mur porteur de leurs égos. Si je réussissais, alors leur négligence n'était pas seulement cruelle, elle était stupide. Et mon père ne pouvait pas tolérer de se sentir stupide. Alors, il a halluciné une réalité qui correspondait à son ego. Quand je rentrais à 23 heures, épuisé d'avoir conclu un marché avec un géant de la logistique en Italie, il ne voyait pas une présidente directrice générale. Il voyait une étudiante en difficulté. Toujours en train d'essayer de réussir ton cours d'économie de base, Éléonore, demandait-il, levant à peine les yeux de son iPad. Peut-être que si tu étais plus intelligente, tu n'aurais pas à étudier si dur. Je ne l'ai jamais corrigé. J'ai appris très tôt que mon invisibilité n'était pas une malédiction. C'était un super pouvoir. C'était l'habilitation de sécurité ultime. S'ils avaient su ce que je construisais, ils auraient essayé de le contrôler. Ils auraient exigé des parts. Ils auraient vidé mes comptes pour acheter une Audi, un poney, un appartement ou une Porsche. Leur indifférence était mon pare-feu. J'achetais de belles choses, mais je les gardais discrètes. J'ai acheté un blazer à 2800 €, mais comme c'était moi qui le portais, ma mère a supposé qu'il venait d'une friperie. Au moins, tu essaies d'avoir l'air présentable, a-t-elle reniflé, touchant le tissu sans se rendre compte qu'elle touchait de la soie italienne. Peut-être que tu trouveras un mari qui pourra subvenir à tes besoins, puisque cette histoire de carrière ne fonctionne manifestement pas, je me contentais d'hocher la tête. Je les laissais me dépeindre comme un échec. Je les laissais me prendre en pitié. Chaque fois qu'ils se moquaient de mes petits jeux sur ordinateur, je sentais une autre couche de protection se durcir autour de mes actifs. Je ne cachais pas la vérité. Elle était juste là, devant eux. Ils n'avaient tout simplement pas l'habilitation pour la voir. Ils pensaient qu'ils me privaient d'attention, mais en réalité, ils me donnaient exactement ce dont j'avais besoin, le silence pour travailler. La vue du 45e étage de la tour Oxygène coûtait 11 millions d'euros. C'était un panorama d'acier, de verre et des eaux sombres du Rhône. C'était calme ici. Il n'y avait pas de courant d'air, pas de porte qui claque,
pas de commentaires passifs-agressifs sur les factures d'électricité. Je me tenais près de la baie vitrée, regardant la ville se réveiller, tenant une tasse de café que je n'avais pas faite dans la panique. Mon téléphone a vibré sur l'îlot en marbre. C'était une notification d'Instagram, ma mère venait de publier. Je l'ai ouverte, non par masochisme, mais par habitude, comme on vérifie la météo dans une ville où l'on a vécu. La photo était en haute définition. Elle montrait Chloé appuyée contre le capot de la Porsche Panamera. La voiture était une monstruosité blanc-perle, rutilante dans l'allée d'une maison qu'ils avaient hypothéquée jusqu'au cou. Chloé portait des lunettes de soleil qu'elle ne pouvait pas se permettre et un sourire qui disait qu'elle n'avait jamais travaillé un seul jour de sa vie. La légende disait, pour la fille qui mérite le monde. Fière de notre fille. Je n'ai pas ressenti de pincement. J'ai ressenti un détachement clinique. Ils avaient dépensé 220 000 € pour un actif qui se dépréciait afin de signaler un statut qu'ils ne possédaient pas. Pendant ce temps, sur la table basse en face de moi se trouvait l'exemplaire en avant-première du magazine Challenge de ce mois-ci. La couverture était en noir et blanc austère. Elle présentait la silhouette d'une femme debout devant un conteneur. Le titre était en caractères gras jaune, La milliardaire fantôme, comment une jeune femme de 22 ans a bouleversé la chaîne d'approvisionnement mondiale depuis une chambre à Lyon. Ils n'avaient pas vu le magazine. Mes parents ne lisaient pas les nouvelles financières. Ils lisaient les bulletins d'information du Country Club. Mais le monde l'avait vu. Et inévitablement, les requins ont commencé à tourner. Ça a commencé à midi. Mon père, Marc, ne m'a pas appelé pour me féliciter. Il m'a appelé parce que son téléphone n'arrêtait pas de sonner depuis 9 heures du matin. Des capital risqueurs, des gestionnaires de fonds spéculatifs et des parents éloignés appelaient la ligne fixe de la maison, cherchant désespérément à contacter la fondatrice de Logifrance. Ils supposaient, naturellement, qu'un père compréhensif aurait la ligne directe de sa fille milliardaire. J'ai laissé son appel aller sur la messagerie vocale. Puis il a rappelé, encore et encore. À la 5e tentative, j'ai décidé de répondre. J'ai mis le téléphone sur haut-parleur et l'ai posé sur le comptoir en granit. Éléonore, sa voix n'était pas chaleureuse. Elle tremblait d'un mélange de fureur et de cupidité. Que as-tu fait? J'ai fondé une entreprise, Marc, ai-je dit en prenant une gorgée de mon café. Je pensais que c'était évident. Tu as caché des actifs, a-t-il crié. Tu as vécu sous mon toit, mangé ma nourriture, et tu étais assise sur une fortune. C'est de la fraude, Éléonore. C'est du vol. Tu as trompé cette famille. J'ai protégé ma propriété intellectuelle, les jeux corrigés calmement. Il y a une différence. La voix de ma mère s'est jointe en arrière-plan, stridente et frénétique. Nous avons tout sacrifié pour toi. Nous t'avons donné un foyer, et tu nous as laissé nous démener. Tu nous as laissé nous inquiéter des mensualités de l'hypothèque pendant que tu jouais à la présidente directrice générale. Le révisionnisme historique était à couper le souffle. Il ne s'était pas inquiété des mensualités de l'hypothèque. Il s'était inquiété de la location de voitures de luxe. Nous devons nous rencontrer, a exigé Marc, retrouvant son calme. Nous devons structurer ta contribution au ménage, et nous devons discuter de Chloé. Elle a besoin d'un poste. Vice-présidente du marketing serait appropriée. Elle a l'image pour ça. J'ai presque ri. Ils étaient déjà en train de dépecer la carcasse d'une bête qu'ils n'avaient pas aidé à chasser. Ils ne voulaient pas d'excuses. Ils voulaient des parts. Ils voulaient des emplois pour l'enfant en or. Ils voulaient le prestige de mon nom sans le labeur de mon passé. Je n'embauche pas Chloé, ai-je dit. Et je ne restructure rien. Vous avez fait vos choix d'investissement. Vous avez acheté la Porsche. Vous avez choisi votre portefeuille. Je gère simplement le mien. Tu m'écoutes, a grondé Marc, sa voix descendant à un registre bas et menaçant. Tu es ma fille. Cet argent appartient à cette famille. Si tu penses que tu peux simplement t'en aller avec, tu te trompes lourdement. Nous t'emmènerons au tribunal. Nous te poursuivrons pour une pension alimentaire. Tu nous dois de l'argent. Je ne vous dois rien, ai-je dit. Et Marc, vérifie ta cote de crédit. J'ai le sentiment que tes liquidités sont sur le point de se tarir. J'ai raccroché avant qu'il ne puisse répondre. Je n'ai pas ressenti de peur. J'ai ressenti la satisfaction froide et dure d'une présidente directrice générale identifiant une tentative de prise de contrôle hostile. Ils n'étaient plus une famille.
Ils étaient des passifs, et je savais exactement comment les liquider. Je n'ai pas jeté mon téléphone contre le mur. L'émotion n'est qu'une mauvaise donnée dans un audit. Je n'ai pas supprimé. J'ai simplement appuyé sur le bouton de fin d'appel et j'ai immédiatement composé un nouveau numéro. Celui-ci n'est pas allé sur la messagerie vocale. Il est allé directement à la ligne privée de Maître Dubois, le chef de mon équipe juridique. Éléonore, a-t-il répondu à la première sonnerie. Lancez le protocole 0, ai-je dit, et engagez une équipe de comptabilité judiciaire. La meilleure de Lyon. Je veux un audit complet des finances de Marc et Stéphanie sur les 5 dernières années. Chaque transaction, chaque demande de prêt, chaque ligne de crédit. S'ils ont acheté un paquet de chewing-gum en 2019, je veux le savoir. Compris, a dit Maître Dubois. Voulez-vous que nous déposions l'ordonnance restrictive? Pas encore, ai-je répondu, fixant le reflet de la ville dans la vitre. D'abord, je veux les données. Ils ont déclaré la guerre. J'ai besoin de connaître leurs réserves de munitions avant de bombarder le bunker. Pendant les 48 heures suivantes, je n'ai pas traité ma famille comme des parents de sang, mais comme une entité hostile tentant une prise de contrôle d'entreprise. J'ai systématiquement scellé chaque point d'accès qu'ils avaient à ma vie. J'ai engagé un service de sécurité privée pour le Penthouse, non pas parce que je craignais pour ma sécurité physique, mais parce que je refusais de les laisser faire une scène dans mon hall. J'ai demandé à mon assistante de mettre leurs noms, leurs adresses électroniques et leurs numéros sur liste noire sur le serveur de l'entreprise. Puis j'ai envoyé la mise en demeure. Elle a été livrée par coursier à leur porte d'entrée à 7 heures du matin. Ce n'était pas une carte de vœux. C'était un avis juridique formel exigeant que Marc cesse immédiatement d'utiliser mon nom et le nom de Logifrance pour solliciter des prêts personnels auprès d'investisseurs. Il avait appelé mes contacts professionnels, des gens avec qui j'avais passé des années à bâtir une confiance, essayant de tirer parti de mon succès pour couvrir ses mauvaises créances. Il spéculait sur une réputation qu'il avait essayé de détruire. Mercredi, les premiers rapports des comptables judiciaires ont commencé à arriver. Ils étaient pathétiques. L'entreprise de Marc, une société de conseil boutique dont il se vantait lors des dîners, perdait de l'argent depuis une décennie. Il était insolvable. Il survivait grâce à des transferts de dettes de cartes de crédit et des prêts à taux d'intérêt élevés. Mais le détail le plus insultant n'était pas la dette. C'était les impôts. Regardez ça, a dit le comptable principal, montrant une ligne surlignée sur la déclaration de revenus de Marc d'il y a 2 ans. Je me suis penché. C'était là. Marc m'avait déclaré comme personne à charge. Il m'avait déclaré comme étudiante à temps plein sans revenu, m'utilisant comme une déduction fiscale pour réduire son passif. Au moment exact où il a déposé cette déclaration, je payais des impôts à 7 chiffres sur mes plus-values. La dissonance cognitive était stupéfiante. Il avait littéralement documenté mon échec auprès de la Direction générale des finances publiques pour s'épargner 1 800 € alors que je finançais secrètement l'infrastructure de l'économie française. Il a commis une fraude fiscale, ai-je dit, ma voix dénuée de surprise. C'est le cadet de ses soucis, a dit le comptable, le visage sombre. Il a sorti un deuxième dossier de sa mallette. Il était rouge. Nous avons creusé plus profondément dans le rapport de crédit que vous nous avez autorisé à consulter sur vous-même pour l'examen de l'habilitation de sécurité. Éléonore, nous avons trouvé quelque chose. Il ne s'agit pas seulement de ce qu'il doit. Il s'agit de savoir en tant que qui il le doit. J'ai regardé le dossier. La pièce est devenue silencieuse. Le bourdonnement de la salle des serveurs au bout du couloir semblait s'être arrêté. Je n'ai pas ressenti de peur. J'ai senti le clic froid d'une pièce de puzzle qui se mettait enfin en place. Montrez-moi, ai-je dit. Le comptable a ouvert le dossier. Ce n'était pas seulement de la mauvaise parentalité. C'était un crime, et ça allait les détruire. Le dossier rouge reposait ouvert sur la table de conférence en verre. À l'intérieur se trouvait un rapport de crédit, mais ce n'était pas le rapport impeccable avec une cote élevée que j'avais l'habitude de voir pour moi-même. C'était un profil secondaire, une identité financière fantôme attachée à mon numéro de sécurité sociale. Qu'est-ce que je regarde, ai-je demandé, bien que mon cerveau se précipitait déjà pour relier les points de données. Vous regardez une ligne de crédit sur valeur domiciliaire, 3 cartes de crédit plafonnées et un prêt automobile, a dit Maître Dubois, sa voix baissant d'un octave. Tous ouverts au nom d'Éléonore Bernard. Tous ouverts il y a 4 ans, la semaine de votre 18e anniversaire. J'ai fixé le prêt automobile.
La date était récente. Le montant était de 220 000 €. La garantie était la Porsche Panamera. Il n'a pas acheté la voiture, ai-je murmuré, la réalisation me frappant comme un coup physique dans le ventre. C'est moi. Techniquement, oui, a confirmé le comptable. Marc a utilisé vos informations personnelles, des informations qu'il avait parce que vous viviez dans sa maison, pour ouvrir des lignes de crédit à votre nom. Il fait tourner la dette depuis des années, remboursant les minimums avec d'autres prêts pour maintenir la cote juste assez élevée pour éviter les signaux d'alarme. Mais pour la Porsche, il a tout plafonné. Il a misé le tout pour le tout en supposant que vous étiez une étudiante fauchée qui ne vérifierait pas son rapport de crédit avant une autre décennie. Le silence dans la pièce était suffocant. Ce n'était pas seulement de la mauvaise parentalité. Ce n'était pas seulement du favoritisme. C'était une usurpation d'identité. C'était un crime fédéral. Mon père ne m'avait pas seulement ignoré. Il m'avait exploité. Il avait regardé sa fille de 18 ans non pas comme une personne avec un avenir, mais comme une cote de crédit fraîche à cannibaliser pour nourrir l'ego de son enfant en or. Il a volé mon identité pour acheter un jouet à Chloé, ai-je dit, les mots ayant un goût de cendre. Il a risqué tout mon avenir pour qu'elle puisse avoir l'air riche sur un parking. Il y a pire, à 10 mètres du bois, faisant glisser une notification sur la table. En raison de cette augmentation massive de la dette non garantie et de l'irrégularité des prêts, votre habilitation de sécurité pour les nouveaux contrats de logistique gouvernementaux a été signalée pour examen. Si cette fraude n'est pas résolue immédiatement, et je veux dire résolue par des poursuites pénales, Logifrance perd le contrat du ministère des Armées. C'est une perte de 370 millions d'euros. Je me suis levé et j'ai marché jusqu'à la fenêtre. La ville de Lyon semblait différente maintenant. Ce n'était plus seulement un paysage d'opportunités. C'était un champ de bataille. Mes parents n'étaient pas seulement des parents toxiques que je pouvais couper de ma vie avec une séance de thérapie et un numéro bloqué. Ils étaient une menace active pour la logistique de la sécurité nationale. Ils étaient des ennemis de l'État. Et plus personnellement, ils étaient des parasites qui avaient essayé de tuer l'hôte. J'ai pensé à l'arrogance de Marc au téléphone. Tu nous dois de l'argent. Il le croyait vraiment. Il croyait qu'il avait le droit de consommer ma vie pour alimenter celle de Chloé. Il m'avait regardé grelotter à un arrêt de bus et avait pensé, elle n'a pas besoin d'une voiture. Elle doit en être la garantie. Éléonore, a demandé doucement Maître Dubois, comment voulez-vous procéder? Nous pouvons aller à la DGSI tout de suite. Il sera menotté avant le dîner. Je me suis retourné vers la pièce. Mon visage était sec. Mon cœur était un glacier. Non, ai-je dit. Les menottes sont trop faciles. S'il va en prison maintenant, il devient un martyr. Il pleurera à la famille qu'il a fait une erreur en essayant de subvenir à leurs besoins. Je ne veux pas qu'il soit une victime. Je veux qu'il soit un employé qui vient de se faire licencier. J'ai pris le dossier rouge. Organisez une réunion, ai-je ordonné. Dites-leur que je suis prête à négocier. Dites-leur que je suis prête à signer un accord. Faites-leur croire qu'ils ont gagné. Je les veux dans cette salle de conseil demain matin à 9 h. Et Maître Dubois, préparez le notaire. Que allez-vous faire, a demandé Maître Dubois. Je vais équilibrer les comptes, ai-je dit. Définitivement. Ils sont arrivés à 9 h précises. Marc portait son plus beau costume, celui qu'il gardait pour les conclusions d'affaires qu'il ne décrochait jamais. Stéphanie était en Dior, probablement débitée sur une carte à mon nom. Chloé les suivait, l'air ennuyé mais dans l'attente, comme si elle attendait une table dans un restaurant branché pour le brunch. Ils sont entrés dans le hall de Logifrance avec l'assurance de gens qui pensaient venir de gagner à la loterie. Ils ont regardé les murs de verre, les tourniquets de sécurité et le personnel affairé, non pas avec fierté, mais avec les yeux évaluateurs de nouveaux propriétaires. Je les ai laissés attendre dans la salle de conférence pendant 11 minutes. C'était une démonstration de force, oui, mais c'était aussi un calibrage. Je les ai observés sur le flux de sécurité. Marc a mis ses pieds sur une chaise vide. Stéphanie a critiqué les œuvres d'art. Il discutait des rénovations d'une maison de plage qu'il n'avait pas encore achetée. Quand je suis finalement entré, flanqué de Maître Dubois et de 2 agents de sécurité, le silence fut le seul accueil qu'il méritait. Je n'ai pas offert de café. Je me suis assise à la tête de la longue table en obsidienne et j'ai placé le dossier rouge au centre. Alors, a dit Marc, se penchant en arrière et croisant les doigts derrière sa tête.
Je vois que tu as retrouvé la raison. Nous sommes prêts à être raisonnables, Éléonore. Une somme forfaitaire de 45 millions d'euros plus le poste de vice-présidente pour Chloé, et nous pourrons mettre toute cette méchanceté derrière nous. Nous sommes une famille après tout. Je n'ai pas scié. J'ai simplement fait glisser le dossier sur le verre. Il s'est arrêté exactement devant lui. Ouvre-le, ai-je dit. Il a gloussé, un son nerveux et grinçant. C'est l'offre de règlement? C'est l'acte d'accusation, à dit Maître Dubois, sa voix dénuée d'émotion. Marc a ouvert le dossier. J'ai vu la couleur quitter son visage en temps réel. C'était comme regarder une bougie s'éteindre. Il a vu les demandes de prêt avec les signatures falsifiées. Il a vu le suivi judiciaire des fonds de ma ligne de crédit jusqu'au concessionnaire Porsche. Il a vu les numéros des lois fédérales pour l'usurpation d'identité, la fraude électronique et le vol qualifié imprimé en gras en haut du résumé. Tu as volé mon identité, ai-je dit, ma voix calme et clinique. Tu as commis une fraude fédérale pour acheter une voiture à une adolescente. Et à cause de cette dette, mon habilitation pour un contrat gouvernemental de 370 millions d'euros est actuellement signalée. Nous avions l'intention de le rembourser, a balbutié Marc, la sueur perlant instantanément sur son front. C'était un prêt relais, un financement familial interne. C'était un crime, ai-je corrigé. Et voici vos options. Option A, Maître Dubois appelle la DGSI. Ils attendent actuellement dans le hall. Vous allez en prison fédérale pour un minimum de 10 ans. Chloé perd la voiture. Maman perd la maison. Vous perdez tous votre réputation. Stéphanie a laissé échapper un sanglot étranglé. Éléonore, tu ne ferais pas ça. Nous sommes tes parents. Option B, ai-je continué, l'ignorant. Vous signez ceci. Maître Dubois a fait glisser un document sur la table. C'était des aveux de culpabilité, une prise en charge complète de la dette frauduleuse, et une renonciation permanente et irrévocable à toute prétention sur moi, mon entreprise ou mes actifs. Il comprenait une clause d'ordonnance restrictive qui se déclenchait instantanément à toute tentative de contact. Si vous signez, je rembourse la dette frauduleuse pour lever le signalement sur mon habilitation de sécurité. Je ne vous envoie pas en prison, mais vous ne me parlez plus jamais. Vous ne prononcez plus jamais mon nom. Vous disparaissez. Marc a regardé le document. Sa main tremblait si fort qu'il pouvait à peine tenir le stylo. Il a regardé Chloé, qui le fixait avec de grands yeux horrifiés, réalisant pour la première fois que sa vie de luxe était construite sur une scène de crime. Signe, a-t-il murmuré. Ils ont signé. Le son du stylo grattant contre le papier était le seul bruit dans la pièce. On aurait dit une fermeture éclair se refermant sur un sac mortuaire. Quand ils ont eu fini, Maître Dubois a ramassé les papiers. La transaction était terminée. Ils étaient à l'abri de la prison, mais ils étaient privés de moi. Une dernière chose, ai-je dit. Le carnet de chèques était posé sur la table. Mon stylo s'est déplacé avec des traits lents et délibérés. J'ai arraché le chèque et l'ai fait glisser sur la table vers Marc. Il l'a regardé, les yeux plissés de confusion. 2,50 €. Qu'est-ce que c'est? Remboursement, ai-je dit. Pour le ticket de bus. Il m'a regardé, la bouche s'ouvrant et se fermant. Tu vois, Marc, les relations sont comme des comptes bancaires, ai-je expliqué en me penchant en avant. Pendant 22 ans, tu as fait des retraits. Tu as retiré ma confiance, ma sécurité, mon temps, et finalement, mon crédit. Tu as mis le compte à découvert. Tu as mis la relation en faillite il y a des décennies, mais je suis une femme d'affaires juste. Je crois qu'il faut solder les comptes. Je me suis levé. Ce chèque couvre le tout dernier investissement que tu aies jamais fait en moi, le coup de m'envoyer au loin. Maintenant, le grand livre est équilibré. Le compte est fermé. Sortez. Ils n'ont pas bougé au début. Ils ont juste fixé le chèque, la manifestation physique de leur dévaluation totale. Puis l'agent de sécurité s'est avancé. Mes parents se sont levés, l'air petit, gris et vaincu. Ils sont sortis de la salle de verre, passant devant les milliards qu'ils ne toucheraient jamais, tenant un chèque d'une valeur inférieure au prix d'un café. Les retombées furent absolues. En 24 heures, la Porsche a été saisie non pas par moi, mais par le concessionnaire une fois le prêt frauduleux exposé et annulé. Les rumeurs dans leur cercle social ont commencé comme des chuchotements et ont fini en gros titres.
La fraude a une façon de tâcher les gens qu'aucun nettoyage à sec ne peut enlever. Marc et Stéphanie ont été ostracisés des country clubs qu'ils vénéraient. Chloé, privée de son véhicule et de son statut, a dû trouver un travail. J'ai entendu dire qu'elle travaille maintenant à un comptoir de vente dans le centre commercial. Elle prend le métro. Quant à moi, je n'ai pas célébré avec du champagne. J'ai célébré avec des infrastructures. Un mois plus tard, je me tenais sur le podium du même amphithéâtre où j'avais obtenu mon diplôme. La salle était pleine, mais cette fois, je ne cherchais pas des visages qui n'étaient pas là. Je regardais les visages des 300 étudiants assis dans les premières rangées. Ils portaient tous des manteaux qui semblaient un peu trop fins pour le temps. Ils avaient tous des ordinateurs portables qui semblaient un peu trop lourds. C'étaient les invisibles. Je suis fier d'annoncer le lancement de l'initiative Mobilité Tech, ai-je dit dans le microphone. À partir d'aujourd'hui, cette fondation fournira des bourses d'études complètes, des allocations de logement, et oui, les frais de transport pour chaque étudiant de cette ville qui dépend des transports en commun pour accéder à son éducation. Les applaudissements cette fois n'étaient pas polis. Ils étaient tapageurs. C'était le bruit de portes qui s'ouvrent. J'ai regardé par la fenêtre l'horizon gris de Lyon. J'ai enfin compris la nature de la vraie justice. Il ne s'agit pas de brûler la maison de votre ennemi. Il s'agit de planter un jardin dans lequel il n'a pas le droit d'entrer. Mon succès est le mur qu'ils ne peuvent pas escalader. Mon bonheur est la langue qu'ils ne peuvent pas parler. Je suis sorti de l'amphithéâtre et dans l'air froid. Je n'ai pas appelé de chauffeur. J'ai marché jusqu'au trottoir et j'ai attendu. Quand le bus C3 est arrivé avec son sifflement hydraulique et l'odeur de diesel, j'ai souri. Ce n'était plus un rappel de ma douleur. C'était juste un trajet, et j'avais beaucoup d'endroits où aller. Si vous avez déjà dû construire votre propre château avec les pierres que les autres vous ont jetées, partagez cette histoire. Vous êtes l'architecte de votre propre avenir.